Madame, Monsieur, chers amis, bonjour. Bienvenue pour la dernière table ronde de cette deuxième édition des Inclusive Talks du groupe Les Échos Le Parisien, en partenariat avec l'AGFIP, Malakoff Humanis, Orange et OnePoint. Et je suis très heureux d'aborder cette dernière ligne droite pour cette dernière séquence sur un sujet que toute la France a connu depuis le confinement et depuis cette crise sanitaire, c'est-à-dire le télétravail. Il est évident que de nombreuses entreprises pratiquaient déjà le télétravail, mais la crise sanitaire a évidemment amplifié le phénomène et nous allons essayer de voir comment le télétravail a provoqué des nouvelles pratiques et surtout comment elles peuvent s'inscrire dans une politique inclusive dans les entreprises françaises et internationales. Alors, pour m'accompagner à réfléchir sur ces sujets importants, j'ai la chance d'avoir deux invités. C'est une matinée très féminine. Je trouve qu'en termes d'inclusion, nos amis des Échos et du Parisien ont fait très fort. Il y a eu très peu de garçons aujourd'hui, donc voilà. À nouveau, deux femmes. J'ai donc le plaisir d'accueillir Anka Bobok, qui est sociologue chez Orange. Bonjour Anka. Bonjour. Et Pascal Levet du Nouvel Institut. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement l'une et l'autre? Pascal, je me permets de vous appeler par votre prénom. Vous avez une carrière brillante, vous êtes universitaire, vous êtes au Nouvel Institut. Et vous avez fait beaucoup de choses, vous me l'avez dit au téléphone, donc je ne mentirai pas. Qu'est-ce que fait le Nouvel Institut? C'est une association d'intérêt général qu'on a créée pour pouvoir faire une sorte de plateforme dans laquelle on pouvait abriter des projets complexes, des projets qui renvoient à des projets un peu non résolus, et en fait des projets sur lesquels on ne peut pas avancer si on ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et ça, c'est une gageure. Ah oui. Donc, de réunir, que ce soit des universitaires, que ce soit des partenaires institutionnels, que ce soit bien sûr des entreprises, des chercheurs, mais des gens qui ne sont pas porteurs des mêmes intérêts, même si, bien sûr, l'objectif, l'inclusion, une société plus juste, plus équitable, voilà, est évidemment ce qui les réunit tous. Mais ils ne sont pas porteurs des mêmes cadres de référence, ils ne sont pas porteurs des mêmes enjeux. Voilà. Donc c'est intéressant. Je n'ai pas cité les syndicalistes, évidemment, les organisations syndicales aussi. Enfin, voilà. Et donc, vous n'êtes pas un think tank. Ah non, du tout. Voilà, vous êtes une association de chercheurs composée de différentes personnalités qui ont des parcours divers. Les projets, ce sont les projets, en fait. C'est les projets qui tirent. Le Nouvel Institut est vraiment dans cet esprit de permettre la conception, la conceptualisation, la conception, de rassembler des finances, évidemment, de rassembler des moyens pour pouvoir mener à bien ces projets. Et encore une fois, non, pas un think tank, puisqu'on ne représente pas un courant de pensée qui chercherait à faire valoir un point de vue. On cherche à représenter un enjeu, de progresser sur un sujet sur lequel on l'emmène. Voilà, donc c'est forcément des projets un peu longs. Dans une démarche très d'innovation verte. Voilà, c'est ça, recherche-action liée à l'excellence de l'université française, un petit peu. Notamment, mais aussi il y a des pratiques d'entreprise qui sont très généreuses de leur temps pour participer à ce type de projet, mais aussi de syndicalistes qui acceptent d'être eux aussi dans une capacité à se décentrer sur des sujets sur lesquels les enjeux, malgré tout, de pouvoir, les enjeux, etc., sur lesquels ils peuvent être centrés. La question du handicap est un bon sujet, il faut le dire, par rapport à des enjeux de revendication. Et se décentrer sur ces questions-là, c'est pas évident, c'est sûr, c'est pas évident. Ben, voilà, ils acceptent de le faire aussi à l'intérieur de ces projets. Et puis, ces projets n'existeraient pas s'ils n'étaient pas soutenus par des institutions qui elles-mêmes font des pas de côté et qui utilisent aussi ces projets pour les faire de manière sécurisée
des pas de côté qu'elles ne pourraient pas forcément mettre aisément à leur agenda comme ça tout de suite. La GFIP, l'Institut national du cancer, la Direction générale du travail sont des partenaires institutionnels du projet pour lequel je suis là aujourd'hui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup de cette présentation. Je souhaitais vraiment qu'on prenne le temps de présenter le nouvel institut parce qu'effectivement, j'ai envie de résumer, vous faites autrement. Oui. Et on est vraiment aujourd'hui en train d'essayer d'aller chercher des solutions innovantes et justement de faire ce pas de côté. On a essayé toute la matinée et on va donc faire pareil pendant cette table ronde. Alors, Anka, vous êtes sociologue chez Orange, ce grand groupe national et international que tout le monde connaît. On a vu Elisabeth Tchoungi tout à l'heure à la table ronde où on a évoqué les impacts sociaux d'une politique inclusive. Alors, j'ai envie de vous poser une question un petit peu naïve. C'est mon rôle de candide dans cette table ronde. Pourquoi existe-t-il un poste de sociologue du travail chez Orange ? Alors, donc effectivement, je suis sociologue du travail et des organisations dans le département de sciences sociales d'Orange, dans les Orange Labs, dans une branche innovation et technologie. Et ça, c'est important, je reviens tout de suite. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il fait un sociologue en entreprise ? Eh bien, il éclaire l'action, ou pour reprendre l'expression d'Alain Soupio, c'est vraiment la recherche en entreprise dans un département de sciences sociales en entreprise, c'est un service de phare et balise. Voilà, c'est en permanence balise parce qu'on accumule une connaissance, il y a des choses qui se répètent, on les voit même si les solutions techniques ont changé. Donc en permanence, point de vigilance. Attention, ça ressemble à du déjà vu du point de vue des liens sociaux, de l'évolution des liens sociaux, de la dynamique de ces liens sociaux. Et donc phare aussi pour éclairer l'action, pour éclairer un peu l'avant. Mais en permanence, ces points de vigilance qui sont importants, et c'est pour ça aussi qu'un département de sciences sociales au sein d'une branche technologie et innovation, c'est important parce que on met en place du numérique, mais mettre en place des solutions numériques, déployer des solutions numériques demande en permanence de repenser l'organisation. Donc repenser l'organisation, ça veut dire jouer sur les niveaux collectifs, travailler les niveaux organisationnels. Donc il y a en permanence un ajustement entre numérique et organisation et aspect collectif et organisationnel. C'est ça. Donc, merci de cette précision et qui était importante, pas simplement à mes yeux, mais je pense que on a peu l'habitude d'écouter des sociologues du travail. In situ, on convoque souvent le propos de sociologues du travail, mais comme des experts externes. Donc là, je vous remercie beaucoup d'avoir reprécisé cette fonction essentielle. Alors, évidemment, je sais par ailleurs que on est chez Orange, donc on va parler du numérique, que vous êtes une experte du numérique et que vous avez beaucoup travaillé sur la déconnexion. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner les frontières entre la connexion, la déconnexion, le droit à la déconnexion, enfin tout, et nous donner les résultats de vos travaux rapidement, parce que je sais qu'ils sont importants et qui datent de longue date, mais ça veut dire quoi ? Alors, pareil, pour replacer un peu, effectivement, je travaillais sur les évolutions des espaces-temps avec le numérique, sur le numérique à la frontière entre vie privée et vie professionnelle, donc vraiment deux entrées assez importantes, le télétravail et les pratiques de connexion continue avec la déconnexion. Donc, pour arriver sur la déconnexion, ce sont des phénomènes qui arrivent doucement, qui se diffusent. Ce sont des phénomènes que l'on connaissait, les pratiques de connexion continue, mais pour certains profils, des dirigeants dans des grandes entreprises, secteur du numérique, alors qu'on voit que c'est quelque chose qui se diffuse à l'ensemble de la population, ensemble des CSP, des métiers. Pourquoi ? Parce qu'on rentre on a deux normes sociales qui jouent. On a une immédiateté communicative
communicationnel qui nous est arrivé, mais qui est arrivé aussi, bien sûr, le numérique avec l'apparition des mobiles que l'on a en permanence sur nous, sur lesquels on peut lire les mails, a accentué le phénomène. Mais on était déjà sur une accélération du temps avant, rien qu'avec le développement des infrastructures, des moyens de transport. Donc, première norme sociale qui joue dans l'apparition de cette immédiateté communicationnelle, c'est bien de ces pratiques de connexion continue et l'immédiateté communicationnelle. Deuxième norme, c'est vraiment ce qu'on appelle la dimension expressive du travail qui se développe pareil depuis les années 80 encore. Cette recherche de soi, de sens, de reconnaissance dans le travail. Voilà. Et derrière, deux moteurs, disons, à l'œuvre, cette volonté de ne pas perdre contact, d'y être, de ne pas louper des opportunités, et aussi en synchronie des échanges, donc cette pratique de connexion continue, mais en lien direct avec l'attention que l'on accorde à l'information, avec les hiérarchies sociales, avec voilà, c'est une information à laquelle je vais répondre vite par rapport à l'importance que je donne à l'interlocuteur dans un contexte donné. Donc c'est pas forcément lié à une position hiérarchique, mais c'est une hiérarchie sociale des enjeux de pouvoir à un moment donné. Donc c'est à peu près comme ça qu'on s'est arrivé et qu'on se retrouve face à cette connexion continue, face à laquelle, disons, individuellement, on n'est pas égaux. On a tous des... Et ça, on reviendra peut-être sur cette histoire des inégalités, y compris pour le travail. Mais déjà, individuellement, on n'est pas égaux. Ça dépend des facteurs qui nous sont propres, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Voilà, on est vraiment... On n'a pas les mêmes enfants, pas les mêmes maris, pas les mêmes âges des enfants, pas les mêmes ressources pour gérer, pas les mêmes espaces voilà, pour travailler. Et en contexte professionnel, pas la même position hiérarchique, pas la même spécificité de l'activité, pas le même poste. Donc vraiment des déterminants individuels et personnels et professionnels qui font qu'on ne réagit pas de la même manière face à cette connexion continue. Mais voilà, mis à part ce niveau individuel, il y a bien d'autres niveaux qui jouent dans les pratiques de connexion continue. Bien sûr, il y a un niveau législatif avec le Code du travail, avec un accord qui demande aux entreprises, un article en fait d'une loi de 2017 qui demande aux entreprises de négocier, de s'attaquer au sujet de la déconnexion. Et faute de négociation, simple mise en place des chartes en vue de la déconnexion peut suffire. Donc un niveau législatif avec qui reste quand même assez large. Ensuite, plus au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on met en place plein de mesures pour favoriser la déconnexion, que ce soit les chartes dont je viens de parler, mais par ailleurs, les études nous montrent que ces chartes sont notamment regardées en cas de litige et ne sont pas forcément lues, avec plein de démarches d'exemplarité managériale, avec des solutions techniques qui font que, voilà, on essaye d'enlever la petite enveloppe d'Outlook qui joue comme un attracteur cognitif qui va en permanence attirer notre attention, on teste des modules de déconnexion, des coupures de serveurs pendant le week-end. Enfin, voilà, une panoplie de mesures vraiment très, très, très larges, mais qui ne conduisent finalement pas à des changements de routine. Donc, je vous ai parlé déjà 3 niveaux, individuel, législatif et celui des entreprises. Et on a encore un niveau qui est très important, qui est le niveau quand même celui des collectifs de travail, avec un poids des régulations managériales qui peut être très important, voilà, parce que ce sont aussi les managers qui sont les managers de proximité, les premiers en principe à avoir des éventuelles concurrences entre les salariés, des enjeux ponctuels qui font que on tombe aussi dans ces pratiques de connexion continue. Et donc une bonne régulation managériale peut jouer, peut contribuer à la construction des règles collectives. Voilà, nous sommes des juristes, arrêtez de nous dire tous les 3 minutes que vous avez besoin de la réponse au dossier. C'est le genre de dossier qu'on ne fera pas en moins d'une semaine, par exemple. Donc voilà, organisation d'une résistance collective au niveau de règles collectives au niveau de l'équipe, mais aussi plein d'autres mesures qui peuvent conduire à la solidarité entre les salariés. Voilà. Ouais. Je vais appuyer sur le bouton de mon droit à la déconnexion. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut
à la lumière de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la crise sanitaire et le confinement, brosser une série de portraits des inégalités dont vous avez commencé à parler. C'est-à-dire que est-ce que le confinement a renforcé certaines situations? Est-ce qu'il a provoqué des situations plus simples en termes de solutions? Parce que on a commencé à parler des chartes, là, mais je voudrais qu'on aille un petit peu dans l'ordre. Là, vous nous avez exposé effectivement la prise en compte de la déconnexion et de la connexion à 3 niveaux, mais à la lumière du 4 niveaux, vous avez raison. Oui, 4. Oui. À la lumière du confinement, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus? Sur les pratiques de connexion continue. Oui. Non, mais à la lumière du confinement, on a vu donc ce développement massif du télétravail. Voilà. Disons qu'avant de le voir en France, il faut quand même le dire, selon les dernières enquêtes de la DARES, on n'avait que 7,2% des salariés qui étaient en télétravail. 7,2% avant le confinement, avant le confinement en télétravail. Dont 3% vraiment des télétravailleurs réguliers, et 4,2% des télétravailleurs occasionnels. Si j'ai 2 secondes pour brosser leur profil. S'il vous plaît. Voilà, ça m'intéresse. Surtout sur les réguliers, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment des cadres, le secteur informatique, télécom, des personnes des zones urbaines denses, des agglomérations urbaines, avec des enfants de moins de 3 ans. Oui. Et quand on regarde derrière les accords, un quart avec un accord collectif, un 5e avec un accord individuel, donc directement avec le manager, et on reste quand même sur plus de la moitié sans accord. Donc on est sur ce constat qu'en France, on est encore sur un télétravail informel qui est très massif. Bien sûr, ce que j'ai oublié, c'est que le télétravail est très bien développé dans les grandes entreprises. Donc c'est globalement là qu'on le trouve avec les accords au télétravail, mais on n'est que sur relativement faible population des salariés en France qui avaient l'habitude du télétravail, et avec le confinement, on se retrouve plus massivement en tout cas, à passer en télétravail. Avec effectivement des inégalités. Je commençais à les pointer tout à l'heure pour dire que, on va poursuivre, oui. En fonction de la position dans le cycle de vie, le fait d'avoir des enfants en bas âge ou pas, d'être femme, le sexe joue aussi. Par exemple, les dernières enquêtes de INSEE et INED nous montrent, par exemple, que ce sont notamment les hommes qui ont un espace pour travailler à domicile, un espace organisé pour travailler à domicile. Enfin, si je ne me trompe pas, on est sur un quart des femmes contre 41% des hommes qui ont un espace à travailler à domicile. Et dans les familles de cadres, ceux qui ont tout d'abord un espace pour travailler, ce sont les enfants, parce qu'on est dans une logique de reproduction sociale. Voilà. C'est ça. Ensuite, les femmes aussi, ce sont celles qui se sont occupées davantage des enfants. Elles sont bien plus nombreuses à déclarer s'être occupées plus de 4 heures par jour des enfants pendant le confinement par rapport aux hommes. Donc pareil, j'espère ne pas mélanger les chiffres, mais c'était du 83% versus 57% des hommes. Ah oui, 83%. Donc, voilà. En fonction de ces déterminants, disons, de la sphère personnelle, on ne se projette pas de la même façon dans le télétravail, de la même manière que les pratiques de connexion continue varient, et les déterminants professionnels, donc CSP, spécificité des métiers, position hiérarchique. Mais par contre, avant ces déterminants personnels et professionnels, n'oublions pas quand même des déterminants plus structurels, l'accès. Rien que l'accès à l'équipement, l'accès au télétravail, l'accès au travail à distance. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des différences en fonction des secteurs. Bien sûr que le secteur de télécommunications informatiques, il est très développé, alors que le secteur, le bâtiment, l'agriculture sont plus en retrait en termes d'accès à l'équipement, même si le numérique, globalement, se développe de plus en plus partout. Donc, on ne se projette pas de la même façon dans le télétravail.
ceux qui ont déjà l'habitude de le faire, qui ont l'équipement, qui avaient déjà l'équipement, qui avaient déjà des habitudes pour télétravailler, des régulations qui sont déjà mises en place, et d'autres qui arrivent. Et peut-être on reviendra par la suite, mais ça demande des changements aussi. C'est ça. Sur les collectifs de travail dans l'entreprise, et ce maintien, cette nécessité de maintenir peut-être une part de présentiel et une part de distanciel. Je crois que dans un esprit de nécessité à travailler ensemble, quels sont les risques que peuvent encourir les collaborateurs, notamment vis-à-vis de leurs managers. Ce qui m'intéresse, parce qu'on a un auditoire de chefs d'entreprise, de DRH aujourd'hui, sans doute, et qu'est-ce qu'on peut montrer dans cette expérience que vous avez vécue et dont vous nous donnez les premiers résultats sur ces équilibres entre présence et distance. Est-ce que vous avez des choses à nous apporter ? Donc, effectivement, à mes yeux, cet équilibre présence-distance est très important parce qu'on ne fait pas les choses de la même façon à distance et en présentiel. Souvent, les échanges à distance ce sont des prolongements des échanges en présentiel. Voilà. Donc, la qualité de tout ce qui est fait à distance dépend aussi de la qualité de nos échanges en présentiel. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, j'insistais tout à l'heure sur l'importance des régulations managériales. Et effectivement, elles peuvent influer sur un risque d'isolement des salariés, sur des collaborations, des communications qui s'affaiblissent avec la distance au bout d'un certain temps. Il peut y avoir, en temps normal, en tout cas de télétravail, des conflits entre des télétravailleurs et non télétravailleurs. Donc tout ça, c'est à gérer. Des problèmes de reconnaissance. Je suis loin de mon lieu de travail. Ah, mais peut-être que je loupe des opportunités. En sens inverse, elle est loin de son espace de travail. Est-ce qu'elle travaille vraiment? Donc voilà, tout ça, ça demande, disons, des nouvelles manières de mettre en place le contrôle, de faire évoluer les modalités de contrôle, de maintenir cette cohésion de l'équipe à distance, la communication, collaboration à distance. Parfois, ça peut passer par des choses très simples, des petits rituels. Voilà, mais moi, manager, sachez que tous les matins, à 9h, je suis toujours disponible. N'hésitez pas à m'appeler, parce qu'il y a toujours cette réticence de celui qui est à distance. Ah ben non, je ne vais pas l'appeler, je vais tomber mal, je risque de le déranger, je ne veux pas le déranger pour ça, alors que c'est peut-être important. Donc, ces rituels, le fait d'avoir des jours de télétravail qui sont variables, voilà, parce que ça permet aussi, notamment pour la collaboration, c'est très important, ça permet de s'organiser en fonction des contextes de travail, de ce que l'on a à faire à un moment donné. C'est bien avec lui que j'ai besoin de me retrouver demain pour travailler. Et donc, si moi je suis en télétravail le mardi et lui le mercredi, ou voilà, 2 jours chacun, on a plus de mal à trouver une journée qui convienne, alors que des jours de travail variables permettent aux interlocuteurs de se retrouver sur le lieu de travail aussi en fonction de leurs besoins du moment, parce que c'est ça aussi, le travail, c'est dynamique, ça évolue, ça change d'un jour à l'autre. Donc voilà, des choses... Oui, c'est très intéressant. J'ai le sentiment que depuis qu'on passe beaucoup de temps derrière nos écrans dans des réunions de travail, les formats de réunions ont changé. Ils sont, de mon point de vue, plus courts, plus efficaces, en tous les cas plus saccadés, plus rapides, c'est ça. Et mais ils nécessitent aussi des temps d'inclusion au démarrage, et peut-être des temps de déconnexion ou de désinclusion à la fin d'une réunion. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est une expérience personnelle dont je parle, parce que moi, je la vis régulièrement dans le cadre de mon travail. Est-ce que c'est une tendance qui existe, ou est-ce que je me fais une illusion ? Non, en fait, je l'ai dit, attention, les échanges à distance avec le numérique ne sont pas les mêmes que les échanges que l'on peut avoir en présentiel. Et on retrouve tout à fait ça au niveau des réunions. Des réunions à distance, des réunions en présentiel. Déjà, ce qu'on sait, c'est que les réunions à distance, on a besoin de les organiser davantage pour qu'elles soient efficaces, avec un ordre de jour bien établi.
c'est paradoxal parce qu'on les organise bien, mieux, mais en même temps, elles vont laisser moins de place à l'aparté, moins de place aux échanges informels, ce qui fait qu'elles vont en générer d'autres. Elles vont générer d'autres réunions par la suite. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, les simples échanges téléphoniques que l'on peut avoir entre, je passe dans le couloir, je te vois, je te dis, oui, j'ai vu, il n'y a pas de problème, on en parle, on se débrouille. Je ne vais pas pouvoir appeler juste pour dire, oui, j'ai vu, je t'appelle, voilà, j'ai vu, voilà, on a tout de suite un protocole qui va faire qu'on va rentrer dans la conversation téléphonique, que forcément, ça va s'élargir par rapport au message très court qu'on avait besoin de passer. Donc, voilà, des choses qui parfois étaient spontanées, déjà non réfléchies, non médiées, qui étaient très, très courts en présentiel, entre deux portes. Si on les passe avec le numérique, elles vont prendre une autre ampleur. Ça s'organise différemment. Voilà, c'est juste que ça s'organise différemment. Mais votre analyse, c'est qu'on perd du lien social, finalement. C'est qu'il faut faire attention. C'est pour ça, pour moi, l'équilibre entre présence et distance est important. Donc, bien sûr que le numérique nous aide beaucoup à maintenir l'activité, à maintenir nos liens, mais c'est pas la même chose que les liens que l'on peut avoir en présentiel. Donc, au bout d'un certain temps, je parlais du risque d'isolement. Oui, effectivement, il y a des liens qui risquent de s'affaiblir au sein des collectifs de travail, des régulations managériales qui s'affaiblissent, donc des liens que les managers ont avec leurs équipes qui peuvent s'affaiblir, d'où l'importance d'avoir en permanence présence et distance, d'équilibrer les deux. On ne fait pas les mêmes choses, on ne les fait pas de la même manière. Hein. Voilà. Et on a besoin de l'ensemble. Parce que la distance et le travail à distance nous apporte aussi beaucoup. On a parlé des risques, mais il y a aussi des effets positifs du télétravail. Donc, ça permet de réduire, par exemple, les interruptions que l'on a dans la journée, les interruptions professionnelles. Donc, plus de concentration, on voit moins d'absentéisme, justement, avec le télétravail. On gagne on gagne un temps de télétravail. Par contre, avec le risque d'un surengagement, de surtravail et d'autres risques psychosociaux par la suite, il y a aussi une distance que l'on prend par rapport au travail. On parle de la perception du rôle que l'on a, donc du stress au travail. On est un peu plus loin. On a l'impression, en présentiel aussi, que toutes les responsabilités du monde sont sur nos épaules. Et bien, ce sentiment-là de perception du rôle s'affaiblit s'estompe avec la distance. Donc, plein d'effets positifs du travail à distance. Il faut pas... Justement, pour les publics plus fragiles, notamment, par exemple, les personnes en situation de handicap, comment s'opèrent ces changements? Est-ce que vous avez pu noter les places des uns et des autres dans cet environnement? Disons que pour les publics plus fragiles, ce n'est qu'un focus sur par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ce n'est que peut-être un cran un peu plus loin par rapport... donc on a besoin déjà de tout ça avant d'aller encore plus loin sur les populations plus fragiles. Et n'oublions pas que les inégalités numériques, parce que c'est quand même bien de ça que l'on parle, on a des inégalités d'accès, je l'ai dit, donc ça suppose aussi pour les personnes avec différents handicaps, malvoyantes, malentendantes, d'avoir les solutions d'accessibilité qui leur sont utiles et nécessaires dans le cadre de leur travail. Et on parle de plus en plus d'une conception universelle des moyens de communication numérique, des outils numériques. Mais derrière, on va retomber sur plus ou moins sur les mêmes conditions, inégalités d'usage et conditions d'atténuation de ces inégalités d'usage. Quand je parlais des régulations managériales, c'est tout à fait la même solution aussi pour les personnes handicapées. Peut-être avec quelques points d'avantage en plus en fonction du handicap. Mais voilà, au niveau des inégalités d'accès, il y a des solutions d'accessibilité, il y a des supports, Easy, il y a plein de solutions pour l'accès. Et derrière, les inégalités d'usage sont plus ou moins les mêmes pour l'ensemble de la population, avec sans doute une attention particulière pour les personnes avec un handicap. Très bien, merci beaucoup. Pascal Levet, on vient d'écouter Anka sur ces équilibres entre
présence et distance entre télétravail et rapport au collectif, à l'individuel, etc. J'ai cru, enfin je sais qu'au Nouvel Institut, vous avez mené des projets, puisque vous avez expliqué que vous travaillez en mode projet. Et il y a un projet qui a retenu mon attention, qui s'appelle Travail et cancer du sein. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'on apprend des gens qui ont eu un cancer au regard de ces explications, enfin de ce panorama sur le télétravail et les nouvelles pratiques de télétravail dans l'entreprise. Qu'est-ce que cette fragilité-là nous dit d'une nouvelle pratique professionnelle ? Alors effectivement, le projet, il s'appelle « Travail et cancer du sein dans les entreprises et les organisations ». Il s'appelle comme ça parce que c'est une loupe sur les situations auxquelles Anka faisait référence, c'est-à-dire ces situations un peu extrêmes dans lesquelles on est confronté à des questions de conditions de travail, de conditions du travail, qui deviennent très aiguës quand vous avez eu un énorme pépin de santé. Voilà. Et que d'un seul coup, ce qui vous paraissait être le cours ordinaire de votre vie est remis en question. Le travail, tel que vous le faisiez, perd son caractère d'évidence. Bon. Or, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est publié notamment par la Haute Autorité de Santé, il y a une corrélation positive entre le fait de pouvoir travailler et l'espérance de vie à 5 ans, en bonne santé à 5 ans, après un cancer. Et donc, les questions de maintien en emploi sont en train de prendre un vrai regain d'attention autour de l'idée de, oui, bien sûr, donc comment construire un travail constructeur de santé ? Quelles sont ces conditions-là ? Et vous avouerez que ce n'est pas une question réservée à des gens qui ont eu un cancer, réservée à des gens en situation de handicap, sauf que ces personnes-là, parce qu'elles vivent, ont une expérience différente et une expérience qui peut être très riche pour réfléchir de manière beaucoup plus aboutie à ces enjeux de qu'est-ce qui fait qu'une organisation elle est constructrice de santé. Donc, les enseignements qu'on a eus sont des enseignements qui sont intervenus à la faveur des expérimentations qu'on a menées avec ces personnes, soit travaillant avec un cancer, soit travaillant après un cancer. Et dans ces expérimentations, quand on a accumulé un certain nombre de choses autour de leur expérience dans leurs différentes entreprises, c'est eux qui ces personnes cet été qui disaient dans mon entreprise, ils vont tout renégocier le télétravail, il faudrait quand même qu'on puisse partager ce qu'on a écrit dans le projet, parce que nous, voilà, on a des choses à dire. Alors on a compilé tout ce qu'on avait écrit dans les différentes entreprises, et puis à la fin on s'est dit, bah oui, mais en fait ça fait une somme qui est quand même pas inintéressante. Et donc on l'a partagé évidemment avec les organisations syndicales, évidemment avec les institutions qui nous soutiennent, et puis en le faisant valider auparavant par des chercheurs comme Anka. Voilà. Et dans les propositions, alors première chose. Oui. Première chose, les personnes, elles parlent très peu de leur fragilité. Elles parlent très peu de leur vulnérabilité. Elles parlent de leurs besoins. Voilà, c'est ça. Elles ont des besoins. Ouais. Et ça, moi, il me semble qu'il y a un moment où réfléchir à l'inclusion, c'est pas mettre en concurrence des gens qui auraient eu des gros pépins dans leur vie qui seraient différents. Ici, un handicap, ici, un cancer, là, une situation d'aidant catastrophique, là, etc. Voilà. La vie, on est tous humains, on est tous vulnérables, on est tous humains, on est tous fragiles. Donc, Donc, on a tous potentiellement des besoins différents de cette espèce d'horizon standard que nos organisations, quand bien même elles peuvent avoir des projets plus ouverts, c'est quand même une organisation standard dans le droit, dans les accords conventionnels, dans même l'organisation du travail, les mots de passe, enfin des détails tout à fait triviaux qui font qu'à un moment donné, effectivement, dès lors que vous avez des besoins un peu différents, c'est compliqué. Donc la première proposition qu'on a faite dans notre projet, c'est de dire, en fait, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas des postes qui sont télétravaillables. Il faut pas raisonner à l'échelle du poste. Ah oui. C'est le prolongement tout à fait de ce que disait Anka. Il faut raisonner à l'échelle d'activités. Il y a des activités qui sont télérobustes. On les fait bien chez soi. Il y a des activités chez soi ou dans un tiers-lieu ou peu importe, dans ces conditions d'isolement qu'on a évoquées. Il y a des activités qui ne le supportent pas. C'est toujours un mode dégradé. Bien sûr qu'on peut les faire en visio. Il y a des tas de réunions qu'on peut faire en visio, mais c'est un mode dégradé. Donc, quand vous êtes vous-même dans un moment où vous êtes en train d'essayer de reconstruire votre santé et où le travail devient très, très important pour vous ramener de ce côté-là, de ce qui fait vraiment enjeu pour vous,
vous retrouvez systématiquement dans des situations où on vous dit soit votre poste est éligible, soit il n'est pas éligible. Voilà, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, première chose, il faut une nouvelle grammaire là-dessus. Bon, l'accord, a priori, va faire progresser, hein, le futur ANI devrait faire progresser là-dessus. La deuxième chose, c'est que les gens en situation de télétravail, qui ont eu encore une fois, qui sont ces populations dites fragiles ou vulnérables, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'elles n'ont pas besoin d'accords plus généreux en nombre de jours. Elles ont besoin d'accords plus flexibles. Voilà. Avoir droit à plus de jours parce que j'ai coché la case affection longue durée ou reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est souvent, en fait, quelque chose qui ne va pas avec la façon dont je veux gérer la performance dans mon poste. Et mon poste, il n'est pas tout seul, il n'est pas sur une île déserte, il est avec d'autres. Et donc, j'ai besoin de flexibilité. J'ai besoin de flexibilité pour articuler les aléas de l'activité, ce qui se passe dans mon collectif de travail, puis moi, les jours où j'ai la pêche, les jours où je l'ai moins, je ne le sais pas le lundi pour le mardi. Donc, la question, c'est probablement d'être beaucoup plus flexible, et y compris beaucoup plus flexible sur les horaires. Oui. Je peux avoir besoin, certains jours, de travailler plus longtemps. Je n'ai pas de rythme. Voilà. En revanche, j'ai envie de terminer. Je me sentirai mieux, j'ai l'impression de m'accomplir. Bon. Donc, c'est tous ces systèmes-là où il faut peut-être des systèmes de décompte horaire pluri-hebdomadaires. Moi, j'en sais rien. Enfin bref, il y a beaucoup de choses pour pouvoir agir sur la souplesse. Et puis je terminerai. Peut-être, parmi les propositions, une qui me tient particulièrement à cœur aussi, c'est que le télétravail, c'est pas le truc qui s'ajuste. Alors bon, Anka le disait, c'est une pratique qui est très discrétionnaire, encore aujourd'hui, c'est fort dommageable. C'est une pratique qui doit se traiter à une échelle collective. Même si à un moment donné, chacun se retrouve chez soi, dans le pire des cas, qui était celui du confinement, avec toutes les inégalités que ça suppose, évidemment. Mais c'est une pratique qui doit être décidée collectivement. Et donc, nous, dans les propositions, on a évoqué la proposition en s'inspirant d'une des entreprises du groupe de travail, EDF, pour ne pas la citer, je pense que j'ai le droit de la citer là-dessus, qui a négocié un accord avec l'ensemble de ses managers sur le fait que tout manager EDF doit avoir un projet collectif de fonctionnement d'équipe. Ah oui. Voilà. Moi, je trouve ça remarquable, et de dire finalement, dans ce projet collectif de fonctionnement d'équipe, on doit intégrer le fonctionnement soit en mode dégradé quand on se retrouve confiné de la veille au lendemain, soit un fonctionnement d'équipe quand tout le monde n'en est pas au même état par rapport à des standards de santé, etc. Ça peut être parce que j'ai eu un pépin de santé, ça peut être parce que je suis aidant, ça peut être parce que je me suis engagée dans un truc qui me prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais, j'en sais rien. En tout cas, il y a à un moment donné à définir une règle collective. Parce que l'équité, c'est hyper important. Anka disait le fait on se déconnecte pas parce qu'on se sent un peu coupable, on se déconnecte pas parce que quand même il y a aussi des jeux de pouvoir, donc il faut montrer qu'on sait faire, etc. Mais si l'équité est un puissant moteur pour calmer le jeu aussi, à un moment donné, si je sais que c'est super équitable mon système, si j'en connais parfaitement les règles, je sais que ce soir, si je suis pas au niveau, c'est pas grave, je serai au niveau d'ici vendredi, il y a pas de problème. Voilà. Mais qui décide que c'est équitable? Pardon. Il fait chaud sous ce masque. Oui, il fait chaud. On est sous les studios, ça va aller? Très bien. Qui décide que c'est équitable? Ça ne peut pas être unilatéral. C'est le fait d'être capable, à un moment donné, c'est toujours un truc à moyenne portée, l'idée d'avoir un projet collectif de fonctionnement d'équipe. Mais dans ce truc à moyenne portée, il y a qu'est-ce qu'on se donne comme règle? Est-ce que, par exemple, pouvoir, dans l'équipe, imaginer que, selon certains critères, certains puissent bénéficier d'un régime X ou Y de télétravail, mais dans lequel ils n'aient pas forcément besoin de se faire reconnaître comme RQTH. Oui. C'est juste qu'on se mette d'accord sur le fait de dire OK, et donc l'équité, il va falloir la construire à l'échelle de l'équipe et à l'échelle de l'activité de l'équipe. L'équité, c'est jamais un truc absolu. C'est aussi lié à l'effort individuel et collectif dans l'activité. Donc les semaines où je suis full en activité, là, attention, c'est peut-être pas équitable, c'est des semaines à risque. Par contre, les semaines où on a plus de marge de manœuvre, j'en sais rien, moi, si on est sur une activité saisonnière, on peut innover plein de choses, enfin bon. Donc, j'ai pas de réponse ferme et définitive, mais je pense qu'il y a des échelles auxquelles, à travers des principes
qui soient des principes partagés à l'échelle de l'entreprise, évidemment, des principes qui puissent être dans des accords négociés, des principes qui puissent être dans des chartes. Voilà, j'allais y venir. On a évoqué une charte avec Anka et Orange. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui permettent de réguler, d'organiser, de faciliter, de simplifier cette pratique ? Aujourd'hui, moi, je pense qu'on manque énormément, et c'est un des gros enjeux de notre projet, on manque énormément d'un cadre juridique qui permettrait de sécuriser ces situations, qui ont besoin, bien sûr, d'être sécurisées, mais sécurisées non pas en verrouillant, sécurisées en les rendant souples et évolutives. En situation de handicap, en situation de se remettre d'une maladie grave, en situation de etc. Encore une fois, vos besoins ne sont pas du tout stabilisés. Or, aujourd'hui, ce qu'on sait faire dans l'entreprise, c'est décider temps partiel thérapeutique de tant de temps pour tant de temps, c'est décider du télétravail à raison de 1 ou 2 jours par semaine, dans telles conditions, avec tel système de management. Enfin bref, c'est des choses qui sont très fixes. Oui. Or, et là, on a l'impression que quand on fait ça, on ne prend pas trop de risques juridiques, des fois parce que ces situations sont fragiles, toujours, des fois que ces situations dérivent, dérapent, bon. Et moi, il me semble que ça, c'est un des plus gros enjeux, c'est de dépasser cela pour pouvoir parvenir à des systèmes souples, réversibles et pourtant très sécurisants. Donc pour ça, il faut effectivement qu'autour de la table, on ait pas mal de monde d'accord. C'est pour ça que des accords, c'est toujours mieux que des chartes, parce que la charte, c'est unilatéral. Oui. C'est pour ça que... voilà, mais il y a des tas d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'organisation syndicale et dans lesquelles on s'en sort quand même, mais elles ne fonctionnent pas tout à fait pareil sur le plan du collectif. Mais dans tous les endroits où il y a du corporate, par exemple, c'est sûr qu'il faut des systèmes qui évitent la judiciarisation, absolument, sinon c'est la catastrophe. On ne sera jamais capable de faire de l'inclusion en préparant en toutes les situations. Il faut se laisser de la marge de manœuvre. C'est les phares et balises. C'est une jolie phrase de conclusion. Il faut se laisser de la marge de manœuvre. Oui. Oui, peut-être vraiment j'avais envie d'insister sur ce qu'a dit Pascal, sur la dimension collective de l'organisation du télétravail, surtout si on bascule dans un télétravail plus massif. Voilà. Se mettre d'accord au niveau des équipes, comment on réorganise peut-être notre activité pour que davantage puissent avoir accès au télétravail, avec sans doute peut-être un réaménagement des tâches à la clé, et en misant aussi sur la solidarité qui va faire que je passe sur le lieu de travail en présentiel, mais je vais aussi allumer ta machine qui s'est bloquée ou redémarrer ta machine, etc. Donc vraiment une dimension collective du télétravail, s'il devient plus massif, en tout cas importante, et les politiques des entreprises. On a parlé des accords et les grandes entreprises ont ces accords de télétravail, mais la politique de l'entreprise d'une manière plus générale qui définit les conditions d'accès, l'équipement, la formation aux managers, les sensibiliser au télétravail, estomper ces représentations du télétravail que l'on peut avoir, des représentations négatives du télétravail. Donc voilà, dimension collective et politique d'entreprise, c'est important. Merci beaucoup. Marge de manœuvre, collectif, voilà deux... Présence et distance. Mesdames, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Je vous remercie infiniment. On a pu appréhender cette problématique qu'on appelle le télétravail, qui est devenu aujourd'hui, malgré les chiffres, une pratique très très importante, surtout dans les secteurs tertiaires évidemment, mais en tout cas je pense que notre auditoire a pu cerner non seulement les avantages mais aussi les risques, et puis toutes les nécessités d'organisation. Je vous remercie beaucoup. Cette table ronde est terminée. Merci mesdames. Je vais conclure cette matinée rapidement. Ces 4 tables rondes nous ont permis, j'espère, de dessiner les fondations d'une société plus inclusive, mais surtout d'une entreprise plus inclusive. Je remercie évidemment les partenaires de cet événement, l'AGFIF, Malakoff Humanis, Orange et OnePoint. Et je vous souhaite à toutes et à tous des fêtes très inclusives. À bientôt. Au revoir.